disons-le clairement aux salariés, personne ne peut faire à votre place. Le changement ne peut pas être simplement l'affaire des directions de la CGT, même si elles ont un rôle important à jouer dans le cadre de la mobilisation. Les salariés doivent absolument s'occuper de leurs affaires et les prendre en main. Personne ne le fera à leur place. Le syndicat est un outil à leur disposition pour cela, pas moins, mais pas plus non plus. La CGT tenait mercredi à Montpellier le deuxième de ses 4 meetings de rentrée devant 2000 militants venus des régions limitrophes, dont une centaine de Vauclusiens. Thierry Lepan, notre secrétaire général, insistait sur la nécessaire mobilisation des salariés le 10 septembre. Après avoir ironisé sur la surdité de l'oreille gauche du gouvernement Ayrault, il en venait aux 3 thèmes centraux justifiant l'appel à la manifestation et à la grève de la FSU, de FO, de Solidaire et bien sûr de la CGT ce 10 septembre. Mes chers camarades, comme moi, vous avez toutes et tous remarqué qu'il y a un grand tabou, un secret encore plus fort qu'un secret de famille dans ce pays. Ce mystère, ce secret que j'ose à peine nommer, a un nom, il s'appelle nos salaires. La question des salaires ne figurait même pas dans l'ordre du jour de la conférence sociale en juin dernier. Une conférence que l'on dit sociale, sans mettre la question des salaires à l'ordre du jour. Oui, aussi incroyable et invraisemblable que cela puisse paraître, ils l'ont fait. Eh bien, à la CGT, nous faisons l'inverse sur cette question centrale. Ils veulent le silence, alors faisons du bruit le 10 septembre prochain. Qu'ils augmentent les salaires, c'est le moteur. Un besoin vital d'abord. Comment vivre aujourd'hui avec des salaires autour du SMIC et souvent même en dessous à cause des temps partiels qui nous sont imposés? Les jeunes, je l'ai dit, il faut le redire, en particulier confrontés à la précarité et aux petits salaires, ont les pires difficultés pour se loger correctement. Le salaire, c'est aussi la reconnaissance de notre travail. Eh bien, affirmons-le très fort, il faut un salaire minimum d'embauche, un SMIC à 1 700 € maintenant. À partir de ce salaire minimum d'embauche, pour un salarié sans qualification, reconstruisons partout, dans toutes les professions, des grilles de salaire qui tiennent compte des qualifications. Partout aussi, nous devons permettre des évolutions de carrière. Il n'est pas tolérable que dans notre pays aujourd'hui, qu'un salarié reste durant toute sa carrière professionnelle au même indice ou quasiment au même niveau de qualification. Non seulement ce n'est pas tolérable, mais c'est contre-productif. À qualification égale, un salarié doit voir sa rémunération doublée entre le début et la fin de carrière. C'est notre fait revendicatif commun. Enfin, l'augmentation des salaires est la condition d'une sortie de crise progressiste, je l'ai dit. Nos adversaires n'arrêtent pas de répéter que cette crise aurait éclaté en 2008 comme une crise financière qui serait devenue une crise économique, puis une crise sociale, puis une crise budgétaire. Ils n'ont pas osé, ils auraient pu aller jusqu'à la crise 2 fois. C'est faux, ce qu'ils disent est faux, nous le savons, c'est exactement l'inverse. C'est parce que le travail n'a pas été assez rémunéré qu'il y a eu crise financière. Au lieu de payer le travail, les entreprises ont gavé les actionnaires. La finance a ainsi spéculé et créé cette crise financière. Crise née de la sous-rémunération du travail. La sortie progressive de cette crise ne peut passer que par la revalorisation du travail. Il faut donc d'abord et maintenant augmenter les salaires. Sur ce terrain, et vous le savez, nous sommes évidemment en opposition frontale avec le patronat.
Il faut dire aussi que le gouvernement lui donne un bon coup de main. Quelques heures avant la conférence sociale, la ministre Maryse Lebranchu a annoncé pour la 4e année consécutive le maintien du blocage du point d'indice qui sert de base au calcul des salaires dans les fonctions publiques. C'était clairement un signe envoyé par le gouvernement au patronat au moment même où le monde de la finance était dans l'attente de ce genre d'expression de la part d'un ministre français. D'ailleurs, dans la foulée, il n'y a eu aucun coup de pouce au SMIC en juillet, malgré l'urgence sociale. Il y a aussi un autre sujet qu'il faudrait mettre sous le tapis pour le patronat et le gouvernement après les salaires, c'est l'emploi. D'ailleurs, il a subi le même sort que les salaires lors de la conférence sociale. Une politique de l'emploi n'est pas une politique d'accompagnement du chômage. C'est une évidence, mais cela fait toute la différence dans les politiques suivies ou à suivre. Le non-travail coûte parce que de savants calculs ont révélé qu'il coûtait, c'est le mot qu'ils ont employé, je cite, 153 milliards d'euros aux États européens. C'est eux qui le disent. Pour une fois, le mot est bien utilisé. Le chômage ne produit pas de richesse. Seul le travail est producteur de richesse. Le capital coûte, le non-travail coûte, seul le travail rapporte. Alors agissons sur l'emploi, sur la création d'emplois de qualité. L'emploi a diminué dans tous les secteurs, dans l'industrie, dans la construction et dans le tertiaire. Globalement, ce sont donc moins de salariés qui sont au travail. C'est aussi de la richesse qui n'est pas créée, des cotisations qui ne rentrent pas et des chômeurs supplémentaires. C'est à ce niveau qu'il faut agir, à la fois sur le volume d'emploi, la qualité de l'emploi et la création d'emplois. Vous avez remarqué, comme moi, que les préoccupations gouvernementales sont encore aujourd'hui ailleurs. En lieu et place d'une politique de l'emploi, nous avons une politique de gestion des chiffres du chômage. Nous sommes bien loin d'une politique de l'emploi. Il ne s'agit que de soins palliatifs au manque d'emploi. Disons-le franchement, les emplois d'avenir ne peuvent pas être l'avenir. Nous voulons vivre dignement de notre travail. Nous voulons créer, travailler, construire, produire. On veut du travail, on veut du vrai travail. Les salaires, le volume et la qualité de l'emploi sont pour nous la terre nourricière qui permet le fonctionnement et le financement de notre protection sociale et l'organisation des temps sociaux. Nous retrouvons ainsi nos 3 piliers, salaire, emploi, protection sociale. Ils sont étroitement liés. Personne ne peut contester que l'augmentation des salaires et le plein emploi permettrait non seulement de financer notre protection sociale, mais aussi de l'améliorer. La CGT, c'est notre fierté, a très largement contribué à mettre en place ce système après la guerre. Ce fut un choix. C'est ce choix que conteste le patronat depuis toujours. Plus de 60 ans après, il veut regagner ce qu'il a dû lâcher. C'est le sens des actions et prétentions du MEDEF. Au chantage des directions d'entreprise, l'organisation patronale, vous l'avez vu là aussi, organise la surenchère. Elle demande, avec le démantèlement du Code du travail, de faire basculer 50 milliards de plus depuis les cotisations vers la TVA ou la CSG. Elle demande aussi une baisse de 50 milliards des impôts et taxes. Cela s'ajoute aux 200 milliards d'euros d'aides et d'exonération dont ils bénéficient déjà, sans contrepartie, sans contrôle et sans efficacité sur la création d'emplois. C'est clair pour eux. Il s'agit de faire basculer la protection sociale vers l'impôt, exactement le contraire du choix que nous avons fait. Eh bien, c'est non. Et il faut leur dire ensemble, notamment le 10 septembre prochain.
La question des retraites nous appartient. C'est de nous dont il s'agit. C'est nous qui la finançons. C'est nous qui finançons nous-mêmes notre retraite à partir de la richesse produite par notre travail. Ce sont les cotisations qui financent la sécurité sociale, notre système de solidarité intergénérationnelle et assurent le bon fonctionnement du système. Le patronat fait de la surenchère semblant être mécontent. Cela permet au gouvernement de dire que la réforme aurait pu être pire pour les salariés. Notons cependant que la prudence avec laquelle avance ce gouvernement prouve qu'il est sensible au rapport de force. Il marche, il le sait, nous le savons, sur des œufs. Sachons aussi mesurer, mes chers camarades, ce que nous faisons bouger. Toutes nos initiatives depuis juin et l'annonce de l'action ont fait bouger le curseur. Plus nous améliorerons le rapport de force avec le patronat, plus nous le ferons bouger. Les réponses apportées sont insuffisantes, mauvaises pour certaines. Par exemple, il faudrait 25 années d'exposition à des travaux pénibles pour bénéficier de 8 trimestres d'anticipation et partir à 60 ans. Qui ose appeler cela une réelle prise en compte de la pénibilité? Jusqu'en 2020, les mesures régressives de la loi Fillon continueront de s'appliquer à tout le monde. À ces mesures d'allongement de la durée de cotisation, on en ajoute dès maintenant d'autres pour 2020. Pour tous les salariés nés après 1973, il faudra 43 ans de cotisation pour toucher une retraite à taux plein. Peut-être les jeunes sont les premières victimes. Cette réforme est une réforme anti-jeune. C'est d'ailleurs ce que disent dès aujourd'hui 14 organisations de jeunesse qui appellent au rassemblement le 10 prochain avec la CGT. Ils subiront, ces jeunes, une triple peine. L'allongement de la durée de cotisation, un rachat éventuel des années d'études ruineux et inatteignable pour la jeunesse, une diminution du niveau des retraites. Ils ne sont pas les seuls. Si les jeunes sont plumés, les retraités, eux, seront tondus. Le gouvernement présente la hausse des cotisations comme une mesure équilibrée, mais il garantit à Gattaz qu'il sera indolore pour le patronat. La cotisation employeur serait totalement compensée, vous l'avez remarqué, dès 2014. Les salariés paieront donc deux fois, par l'augmentation de leur part de cotisation et par l'impôt, pour compenser la cotisation employeur. Joli tour de passe-passe. Nous avons donc, mes chers camarades, besoin de faire bouger les lignes. Faisons connaître nos propositions. Elles sont en phase avec les aspirations des salariés, comme tous les sondages le démontrent aujourd'hui. Nous proposons un droit à la retraite à 60 ans, avec les moyens de vivre dignement, et l'économie peut le financer. Rien que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes rapporterait 10 milliards d'euros à l'horizon 2020 aux caisses de retraite. Nous avons besoin d'une réforme de progrès, financée par les richesses produites par notre travail, pour que progressent enfin les droits des salariés. Le patronat et le gouvernement se sont efforcés durant ces derniers mois de bloquer la situation. D'expérience, nous le savons, lorsque la concertation et la négociation ne marchent pas, seule l'irruption des salariés sur le terrain, sur le devant de la scène, peut changer la donne. Les salariés ont aujourd'hui 1001 raisons d'être dans l'action le 10 septembre prochain. Les motivations individuelles pour agir collectivement sont multiples. Les obstacles à lever, nous le savons, sont nombreux. Mais c'est aussi dans la dynamique de l'action collective que beaucoup de collègues de travail peuvent se révéler. Combien de fois avons-nous entendu un collègue dire « c'est la première fois que je fais grève » ou « c'est la première fois que je manifeste ». Sur toutes ces questions, salaire, emploi, protection sociale,
conditions de travail, nous avons des repères revendicatifs, des repères collectifs. Portons les aspirations des salariés, proposons nos repères collectifs et construisons les revendications avec les salariés eux-mêmes tels qu'ils sont. Les salariés aspirent à l'unité. Tous les salariés des entreprises sont confrontés aux mêmes problèmes. Ayons donc dans l'entreprise une démarche unitaire. Ensuite, les autres organisations prendront leurs responsabilités face aux salariés. Seuls les salariés jugeront. Il nous reste, mes chers camarades, quelques heures pour aller à la rencontre des salariés. C'est notre rôle. Ce fut toujours l'honneur et la grandeur de la CGT de défendre les intérêts des salariés. Alors, en avant, tous sur le pont, tous dans l'action, et vive la CGT.